Imaginez un instant, vous êtes sur le point de demander quelque chose d'un peu boiron, d'un peu délicat, une augmentation, une faveur à un ami, bref, une situation où on se prépare un peu à entendre non. Mhm. On serre un peu les dents. Voilà ça. Et si je vous disais qu'il existe une toute petite phrase, quelques mots à peine, qui peuvent complètement inverser la vapeur, transformer un non presque certain en un oui très probable. C'est ça qu'on va décortiquer aujourd'hui. C'est une promesse assez audacieuse. Oui, et pour ça, on s'appuie sur des documents vraiment fascinants. On a des extraits sur ce qu'on appelle le postulat de liberté et puis des recherches en psychologie sociale. L'idée, c'est de plonger dans cette technique, de voir pourquoi elle marche si bien. Oui, et on va explorer une facette assez subtile de l'influence. Les sources parlent même du côté obscur de la négociation. Ça pose tout de suite la question, où est-ce qu'on s'arrête? Où est la frontière avec la manipulation? C'est ça la question. Comment quelques mots, en apparence anodins, peuvent avoir un impact aussi profond? C'est presque de la magie, mais c'est de la psychologie pure. Allez, on plonge. Alors cette fameuse technique, on l'appelle le postulat de liberté, ou plus simplement la technique du «mais vous êtes libre de». Mais vous êtes libre d'eux. Oui. Et le paradoxe est génial. Pour obtenir ce qu'on veut, il faut d'abord dire à l'autre qu'il n'est absolument pas obligé de nous l'accorder. Ça semble Contre-intuitif. totalement. On s'attend à devoir argumenter, à insister, à convaincre avec force. Et là, on fait tout l'inverse. Exactement. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que ce n'est pas une astuce de comptoir, quoi. C'est un mécanisme psychologique qui a été étudié très très sérieusement. Ah oui. Les documents qu'on a citent, notamment les travaux de deux chercheurs français, Nicolas Guéguen et Alexandre Pascual, qui ont fait une étude majeure dessus en 2000. Et ils ont prouvé que cette phrase, ce n'est pas juste de la politesse, elle appuie sur des leviers très précis dans notre cerveau. Et c'est là que ça devient dingue. Parce que les chiffres de leur étude sont... ils sont juste ahurissants. Dans leur expérience, ils demandaient de l'argent à des gens dans la rue. Sans la phrase, on a à peu près 10% des gens qui acceptent de donner. Ce qui est déjà un score honorable. Oui. Mais quand ils ajoutaient simplement «mais vous êtes libre d'accepter ou de refuser», le taux d'acceptation est passé à presque 50%. C'est ça. Près de 50%. On parle bien de la même demande, hein. Rien d'autre ne change. Juste ces quelques mots. Attendez, on passe de 10 à 50%. C'est On multiplie par 5 les chances de succès. C'est énorme. dans le domaine de la recherche en psychosocial, un bon pareil, c'est rarissime. C'est extrêmement significatif. Mon premier réflexe, c'est de me dire que c'est trop beau pour être vrai. Quelle est la sorcellerie derrière ça? Qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens? Alors, le mot-clé ici, c'est la réactance. La réactance. La réactance psychologique. C'est ce réflexe, quasi animal, qu'on a tous quand on sent que notre liberté est menacée. C'est un mécanisme de défense. D'accord. Si quelqu'un vous dit « tu dois faire ça », même si c'est dans votre intérêt, votre première impulsion, ça va être de résister. De dire non, juste pour prouver que vous êtes aux commandes. C'est l'effet ne touchez pas à ce bouton rouge. La première chose qu'on a envie de faire, c'est d'y toucher. Exactement. C'est le petit adolescent rebelle qu'on garde tous un peu en nous. On n'aime pas qu'on nous donne des ordres. D'accord? Eh bien, la phrase « mais vous êtes libre de choisir » vient complètement court-circuiter ce réflexe. Elle désamorce la bombe de la réactance avant même qu'elle ne s'amorce. Comment ça? En disant à la personne « vous êtes aux commandes », on supprime toute sensation de pression. L'autre n'a plus besoin de se défendre en disant non, puisque sa liberté n'est pas attaquée, au contraire, elle est affirmée, elle est mise sur un piédestal. D'accord, donc on enlève l'obstacle principal en fait. La personne n'est plus en mode défense et du coup elle peut écouter la demande pour ce qu'elle est vraiment. Exactement. Et c'est là que le paradoxe se résout. Une fois qu'elle est libérée de cette contrainte psychologique, de ce besoin de résister, eh ben, elle devient beaucoup plus ouverte. Et donc plus susceptible de dire oui. Oui, parce qu'elle évalue la demande calmement. Et surtout, la décision d'accepter semble venir entièrement d'elle. Ce n'est plus une soumission, c'est un choix. Un choix personnel, volontaire. Elle devient l'auteur de sa propre décision. C'est fascinant, on ne force pas la porte, on donne la clé à l'autre en disant « voici la porte, c'est toi qui vois si tu veux l'ouvrir ». C'est une très bonne image. Mais prenons un cas concret. Nos sources parlent beaucoup de négociation. J'imagine que je veux négocier une augmentation. Comment ça se traduit? Je vois mal finir mon plaidoyer par un « mais vous êtes libre de refuser ». Ça sonnerait un peu bizarre, non? Non, bien sûr. Il faut adapter la forme. L'esprit, lui, reste le même.
Après d'avoir présenté tous vos arguments, vos succès, vos responsabilités, au lieu de conclure par une demande frontale un peu agressive, Du genre donc, je veux 10%. Voilà. au lieu de ça, vous pourrez dire « Voilà pourquoi je pense qu'une réévaluation serait justifiée. Bien sûr, la décision finale vous appartient, ou c'est vous qui voyez ce qu'il est possible de faire. » Ah oui, c'est plus subtil. La forme change, mais le fond est identique. Vous retirez la pression, vous redonnez le contrôle, vous transformez une potentielle confrontation en une discussion. D'accord. Donc, le premier effet, si je comprends bien, c'est d'éviter que mon manager se braque tout de suite. On apaise les résistances, c'est ça? C'est le premier bénéfice, et le plus immédiat. En enlevant la pression, vous enlevez l'envie de dire non par principe pour ne pas perdre la face. La négo devient une collaboration, pas un bras de fer. Je comprends bien pour apaiser les résistances, mais les sources parlent aussi de renforcer la confiance. Là, j'ai un peu plus de mal à voir le lien. Ça ne pourrait pas au contraire créer une distance? C'est une excellente question parce que c'est un effet plus en profondeur. En fait, en utilisant cette approche, vous changez la perception que l'autre a de vos intentions. C'est-à-dire, vous ne vous positionnez pas comme quelqu'un qui veut arracher quelque chose, mais comme un partenaire qui respecte l'autonomie, l'intelligence de l'autre. Le message que vous envoyez, c'est « Je suis tellement confiant dans le bien fondé de ma demande que je n'ai pas besoin de vous forcer. Je vous fais confiance pour prendre la bonne décision. » C'est une posture de respect, en fait. Exactement. Et c'est un signal très très fort. Ça montre que vous n'êtes pas là pour manipuler, mais pour construire. Et ça, c'est un accélérateur de confiance incroyable. On passe d'un schéma « moi contre vous » à « nous face à un problème ». C'est intéressant. Mais est-ce que ça ne peut pas être perçu comme un peu une technique un peu trop visible, si l'autre sent le truc? Le risque existe, bien sûr. Si c'est fait de manière mécanique ou si ça sonne faux, l'authenticité, c'est la clé. Si votre ton contredit vos paroles, ça ne marchera pas. D'accord. Mais si l'intention est vraiment de respecter le choix de l'autre, alors ça passe très bien. Et ça nous amène au troisième bénéfice, qui est sans doute le plus important. Ça favorise l'adhésion. Quelle est la différence entre obtenir un oui et l'adhésion? C'est la différence entre quelqu'un qui dit oui pour avoir la paix et quelqu'un qui dit oui parce qu'il est vraiment convaincu. Ah oui, d'accord. Un oui obtenu sous la contrainte, par pression, il est fragile. La personne cherchera la première occasion pour s'en défaire. L'adhésion, c'est un oui solide, un oui internalisé. Internaliser. Oui. Quand une personne accepte après qu'on lui a rappelé sa liberté, elle doit se justifier ce choix à elle-même. Elle se dit « personne ne m'a forcé. Si j'ai dit oui, c'est que c'était la bonne chose à faire. » Elle s'approprie la décision. Et du coup, cet engagement devient beaucoup plus fort. Beaucoup plus fort. Quoi? Elle va le défendre. C'est ça l'idée de la durabilité de l'accord. C'est la conséquence logique. Et la plus précieuse, un accord qui est conclu dans un climat de liberté, il est perçu comme un véritable engagement personnel. Il est, psychologiquement, possédé par les deux parties. Donc il sera respecté, et en plus, il crée une base beaucoup plus saine pour la relation future. On n'a pas gagné une négociation, on a construit une solution. Mais est-ce que ça marche à tous les coups? Ou est-ce qu'il y a des situations où c'est voire contre-productif? Rien ne marche à tous les coups, évidemment. Le contexte est primordial. L'efficacité peut varier selon les cultures, par exemple. Ah, intéressant. Les études qu'on a sont principalement menées dans des sociétés occidentales, où l'autonomie individuelle est une valeur très forte. Dans des cultures plus collectivistes, un appel au bien commun serait peut-être plus efficace. D'accord. Et puis, il y a le risque que vous avez souligné. Si la technique est mal exécutée, si elle est perçue comme de la manipulation, l'effet peut être inverse. Si l'autre pense il essaye de m'avoir avec sa psychologie de bas étage, c'est terminé. L'authenticité, c'est vraiment le garde-fou. Ok, donc si on récapitule, on a cette technique, le postulat de liberté. C'est une phrase toute simple qui désamorce notre réflexe de résistance, La fameuse réactance. en nous rappelant qu'on est maître de nos choix. Les résultats en laboratoire sont dingues. On multiplie le taux d'acceptation par 5. Et en pratique, en négociation par exemple, ça permet non seulement d'apaiser, mais aussi de bâtir la confiance et d'obtenir des accords qui tiennent vraiment la route. C'est exactement ça. Et si on prend un peu de hauteur, le pouvoir de cette technique ne devient pas d'une ruse. Il vient, au contraire, d'une reconnaissance sincère de l'autonomie de l'autre. C'est ça qui est si paradoxal et si puissant. C'est en lâchant prise sur le contrôle qu'on obtient, au final,
une coopération plus forte. Nos sources au début de la discussion parlaient du côté obscur de l'influence. Et même si on vient de voir que cette technique bien utilisée, elle semble plutôt lumineuse, basée sur le respect, la confiance, Oui. ça laisse quand même une question en suspens. Oui, et ça nous ramène à notre interrogation de départ, sur la frontière entre influence et manipulation. Exactement. La question qu'on peut laisser à nos auditeurs est la suivante. À quel moment le fait de rassurer quelqu'un sur sa liberté de choix, tout en sachant pertinemment, étude à l'appui, que ça augmente statistiquement les chances qu'il aille dans notre sens, à quel moment est-ce que ça cesse d'être une influence positive pour devenir une forme de manipulation, même si elle est particulièrement élégante et subtile?